à tous et toutes et bienvenue dans ce vlog où nous allons enfin parler de X-Men Dark Phoenix. Après ses multiples retards, après le rachat de la 20th Century Fox par Disney, qui laissait planer le doute sur le sort du film, est-ce qu'on allait le sortir, étant donné que maintenant les X-Men reviennent chez Marvel, qui revient chez Disney, etc., etc. Est-ce qu'il y allait y avoir des reshoots sur le film? On a vu des rumeurs comme quoi certaines personnes n'avaient pas trop aimé le film, etc., etc. Le film est réalisé par Simon Kinberg, qui était un producteur jusque-là sur une bonne partie des autres films, qui donc là passe à la réalisation sur celui-ci, puisque Bryan Singer maintenant est persona non grata à Hollywood. Je vous invite à voir mon Pourquoi j'ai raison, vous avez tort, si vous voulez en savoir plus sur la saga X-Men. En ce qui me concerne, Dark Phoenix, c'est pas mal du tout. Je dois dire même qu'en ce qui me concerne, pour cette nouvelle trilogie de films, où commence la trilogie? Commence-t-elle à First Class, à Days of Future Past, etc., etc. Mais alors pour cette nouvelle saga de films, avec ce nouveau casting de X-Men, je trouve personnellement que c'est un des meilleurs scripts qu'ils aient fait depuis le début. C'est pas surprenant, l'histoire de Phoenix en elle-même, la raison pour laquelle ils veulent l'adapter, j'en avais déjà parlé dans mes attentes, c'est que l'histoire de Phoenix en elle-même est chargée d'émotions, elle repose sur les émotions, puisque tout le truc c'est que c'est les émotions de Jean, c'est ce qu'elle a renfermé au fond d'elle, etc., etc. C'est quelque chose qui permet de traiter beaucoup de thèmes dans un film, même dans un film de divertissement. Là notamment, le film va beaucoup insister sur quel est notre potentiel, qu'est-ce que les gens veulent qu'on soit de nous, et est-ce qu'on peut devenir plus. Donc tout ça est une métaphore des attentes qu'on peut placer dans la nouvelle génération, de tout un tas de choses, en plus de la métaphore que sont les X-Men en général, qui sont la métaphore de la diversité, de la différence, et comment est-ce qu'elle est acceptée ou tolérée par les autres, etc., etc. Donc c'est tout à fait logiquement que cette histoire est assez chargée d'émotions, et très stable, très solide, malgré le casting qui est toujours aussi pourri qu'avant. J'ai aussi des reproches à lui faire, notamment, c'est toujours pas ce film-là qui va aider les problèmes de continuité de la saga X-Men, parce que non seulement il se débrouille comme il peut avec ce qu'on lui a fait avant, mais en plus il rajoute lui-même sa pierre à l'édifice, des trucs pas cohérents. C'est quand même un truc de dingue avec ces histoires de comics. Pourquoi est-ce qu'on s'obstine à rajouter des trucs pas cohérents dans l'histoire de comics? Pourquoi, sous prétexte que ça vient de la BD, ça doit pas être traité de façon intelligente, cohérente, concrète, et ça doit pas avoir de continuité? Tu peux passer de A à C sans avoir le B. Y a pas de problème. Et même, si on veut, on va t'inventer le B au milieu, au 7e opus. Enfin, je comprends pas comment ça fonctionne, mais alors du coup, si c'est dans ce film que Jean Grey intègre l'esprit du Phénix en elle, qu'est-ce qu'elle a largué, qu'est-ce qu'elle a lâché à la fin de Apocalypse? Parce que putain de merde, tout le climax de Apocalypse, c'était vas-y Jean, libère-toi, libère la force qui est en toi, etc. Et la force qui est en elle, c'était quand même assez clairement le Phénix, quoi. Elle brûlait, elle irradiait, elle faisait plein de trucs. Ça ressemblait au Phénix. Eh ben non, c'était pas le Phénix apparemment. Bon... C'est laborieux tout ça quand même. Ce que je comprends pas en plus avec ce truc-là, c'est que Phoenix, en principe, est lié à l'enfance de Jean Grey. Et dans ce film, on a une scène qui nous refait l'introduction qui nous réinterprète l'introduction de Jean Grey au Phénix. Parce que dans les comics, ça se passe pas comme ça. Dans les comics, je crois qu'elle perd sa meilleure amie, qui est renversée par une voiture. Et en fait, elle veut tellement pas que sa meilleure amie meure que ça réveille, le traumatisme réveille ses pouvoirs de mutante. Et en fait, elle essaye d'empêcher l'âme de son amie de retourner à la source de l'univers. Et en essayant de l'empêcher, elle va faire le contact comme ça avec le Phénix. Dans ce film, elle a un accident de bagnole quand elle est très jeune, avec ses parents, et ses pouvoirs la sauvent. Mais ses pouvoirs sont pas le Phénix. Elle rencontre pas le Phénix à ce moment-là, elle a pas un contact qui se fait, un truc dans ce genre-là. Ça se produit après dans le film. Donc du coup, j'arrive pas à comprendre pourquoi revenir absolument sur l'enfance de Jean si on va pas le lier à l'histoire du Phénix. C'est lié à autre chose, c'est lié au scénario même de ce film-là, à l'histoire de ce film-là. Mais si c'est pas le Phénix, ça me paraît un peu... C'est pas nécessaire, quoi, de montrer la scène en plus. On pourrait l'évoquer, on pourrait la montrer en flashback, on pourrait faire un truc. Je trouve que ça ajoute pas grand-chose. Mais... ça rejoint ce que je disais à la base, c'est-à-dire que l'histoire de ce film va beaucoup reposer sur les émotions. Pour la résumer, sans spoiler, parce qu'il y a des éléments très importants de l'histoire qui n'ont pas trop été révélés, notamment autour du personnage de Jessica Chastain, contentons-nous de dire, en partant dans l'espace pour sauver une navette en difficulté, les X-Men manquent de perdre Jean, qui, au cours de la mission, aspire en elle une sorte de force étrange, qu'ils prennent à la base pour une éruption solaire.
Sauf que retournant sur Terre, elle va se rendre compte que maintenant elle a une force incroyable, et cette force va faire tomber toutes les défenses qu'elle avait construites dans son enfance et son adolescence, et que Charles avait mis en place dans sa tête, et réveiller une partie d'elle qu'elle a un petit peu de mal à contrôler, avec laquelle elle n'est pas totalement en paix d'ailleurs. Donc la majeure partie du film repose sur Jean Grey, contre le reste du monde, on pourrait dire, qui essaye de gérer ses pouvoirs parce que ses pouvoirs deviennent tellement puissants que non seulement elle se fait peur, mais elle fait peur un peu à tout le monde autour d'elle, et elle est dangereuse pour un peu tout le monde autour d'elle, qu'on ait envie de la soutenir, qu'on a envie de la tuer, etc., etc. Donc du coup, le film est quand même vachement porté par les émotions, les relations qui unissent tous les X-Men. Il y a elle fait des choses graves par rapport à des gens qu'elle aime beaucoup, donc du coup ça crée des tensions qui sont assez compliquées. Et c'est assez dingue, je vais commencer là-dessus vraiment, mais c'est assez dingue qu'on ait réussi à faire passer des émotions avec ce casting qu'on a toujours très peu suivi dans les autres films, qui était principalement mené par Charles et par Eric. On s'est très peu attaché au casting hors First Class, donc c'est quand même le témoignage d'une très bonne écriture et d'un très bon jeu de la part des acteurs, qu'ils arrivent à nous faire rentrer dans la scène, qu'ils arrivent à nous faire ressentir les émotions, qu'ils arrivent à nous faire ressentir les liens entre eux, et qu'ils arrivent à nous développer de l'attachement pour les personnages, pour leur avenir, et etc., etc., quoi. Ils arrivent tous à être assez intéressants. Alors il y a toujours, comment il s'appelle, Ty Sheridan en Cyclope, qui n'a toujours aucune classe. Et je crois qu'en fait c'est pire que tout quand il met les lunettes. Parce qu'il a vraiment cette bouche de benet là qui traîne à moitié ouverte tout le temps. Enfin, il n'a aucun charisme. Et avec ses cheveux de coquet au-dessus là, vraiment, mon Dieu, Scott quoi. Mais et donc voilà quoi. Même avec ce casting sans charisme, ils arrivent à développer des relations de personnages et des personnages suffisamment intéressants pour qu'on ait envie de voir l'histoire avancer, qu'on soit dedans. Et ils vont du coup traiter comme ça, grosso modo, assez en profondeur la psychologie des différents personnages. Bon, bah, en profondeur. Ils vont traiter la psychologie et les émotions des personnages. S'ils sont liés à quelqu'un, ils vont être dévastés par leur disparition, et du coup, ils vont avoir un comportement qui sera pas forcément le leur, mais qui restera cohérent avec les émotions qu'on leur a connues dans les films d'avant. Donc, c'est vrai qu'au niveau des personnages, je trouve que ça marche plutôt très bien. Alors, il y a deux petits trucs un peu particuliers. Il y a les deux cas spéciaux du casting First Class, que sont Nicholas Hoult et Jennifer Lawrence, qui détestent porter leur prothèse. Je sais pas pourquoi on le reproche spécifiquement à Jennifer Lawrence, probablement parce que Mystique est beaucoup plus à l'écran que le Fauve, mais il se trouve que les deux sont dans le même cas, donc je sais pas pourquoi c'est sur elle qu'on tombe à chaque fois. Ils détestent être sous leur maquillage, donc tous les deux ont trouvé des astuces dans le scénario pour ne pas avoir à l'utiliser. Alors Mystique, c'est la base du personnage, elle peut se transformer en ce qu'elle veut, mais Hank maintenant du coup, il commande à la pensée de se transformer en Fauve. Et tu fais... Ouais. Et justement, c'était pas vraiment raccord avec ce qu'on avait commencé à développer de personnalité de sa part dans les autres films, quoi. En principe, c'était le mec qui se faisait... qui subissait sa mutation et qui, du coup, devait la tolérer. Et justement, c'est ce qu'il apprenait à vivre à Mystique dans le même film. Donc, enfin, je trouve absurde, du coup, qu'on en arrive au moment où, enfin, à des extrêmes où, du coup, ça devient, non, je peux contrôler mon pouvoir quand je veux, je peux prendre n'importe quelle apparence. Oh, c'est pratique, du coup, tu peux faire toutes tes scènes avec émotion sans avoir le maquillage sur la gueule, c'est bien quand même. Et alors, du coup, c'est pour ça que j'annonce le truc, c'est que, malgré ce problème de base qu'ils ont avec leur maquillage, et le maquillage de leur personnage, ils ont, tous les deux, beaucoup plus joué avec leur prothèse qu'ils n'auraient pu le faire. Notamment, il y a une scène d'émotion où Fauve doit jouer une émotion avec sa prothèse sur le visage. Et je crois que c'est une des premières fois qu'on le voit faire ça depuis le début, en fait, depuis First Class. Donc, ils ont quand même essayé de faire des efforts dans à peu près tous les domaines, même ceux qui sont encore un peu particuliers à gérer, quoi. Je trouve que ça a toujours pas beaucoup de sens comme truc. Comme ils vont beaucoup traiter les personnages, Charles va être beaucoup remis en question dans ce film, par rapport à son comportement, sa façon de gérer les trucs, et je trouve ça un petit peu maladroit. Il y a des trucs qui peuvent passer, genre le côté X-Men, c'est pourquoi vous vous appelez les X-Men, parce que vous êtes les hommes de Xavier, avec un X, et c'est pour ça que vous connaissez X, c'est pas parce que la mutation s'appelle X, ça s'appelle pas X, enfin je crois pas, ça s'appelle le gène X, ou la mutation X, ou un truc dans ce genre-là. Alors, en principe, c'est quand même plutôt fait pour être par rapport à Xavier. Donc il l'accuse un peu d'égocentrisme. Je sais pas, je suis pas tout à fait dans le truc. Même par rapport à ce qu'il a fait à Jean quand elle était jeune, je comprends qu'effectivement, alors oui, il a menti sur certains trucs, effectivement, c'est pas terrible. De l'autre côté, c'est pas si atroce non plus. Enfin, il y a des tas de personnes qui mentent pour protéger les gens, etc. Donc, c'est un des thèmes du film aussi, cela dit, hein.
Mais je trouve que c'est un petit peu maladroit. Je comprends à peine, à vrai dire, le côté toi tu restes dans un coin et tu nous envoies au casse-pipe, parce que dans les autres films, Charles généralement était avec ses mutants pour essayer de les aider, sinon c'est qu'il était kidnappé, a priori, quelque part. Il est en fauteuil roulant quand même. Enfin, je veux dire, c'est une cible inerte, littéralement, sur un champ de bataille, donc bien sûr que c'est dangereux pour lui d'aller sur un champ de bataille. Donc j'ai du mal à comprendre du coup tout ce côté, tous les reproches qu'on fait à Charles. C'est pas forcément le gars le mieux venu à mettre dans une mission, mais ça a le mérite de le foutre au milieu d'un champ de bataille à un moment ou un autre, et de voir du coup ce que Charles peut faire d'intéressant sur un champ de bataille. Il fait quelques trucs intéressants, mais ça reste quand même vachement surprenant qu'il ait été à l'abri de tous les dangers qui sont autour de lui pendant tout ce qui se passe pendant le truc là. Le mec est pas télékinésique, hein, il peut pas empêcher les objets de le toucher ou un truc dans ce genre là. Donc à part les gens eux-mêmes, c'est difficile pour lui en principe de faire un truc. Au début de ce film, ils font le destin un peu idéal des X-Men. C'est-à-dire que ils ont enfin un peu résolu les problèmes des X-Men, qui sont plus étranges, indésirables, mis de côté, etc. Et donc, Charles a une ligne directe dans son bureau avec le président des États-Unis. Il a un téléphone rouge, en gros, qui peut l'appeler en cas de besoin. Et bizarrement, c'était extrêmement classe d'avoir le professeur Xavier qui commençait à parler du coup à l'équipe de la NASA quand la navette fonctionne plus, et qui leur fait bien reçu NASA, ne vous en faites pas, l'aide est en chemin. Et je sais pas, il avait à côté je gère, c'est bon, je gère, y a pas de souci. Il avait une voix rassurante, il avait une façon de présenter le truc. Tu sens le leader quoi chez Xavier, et je crois que c'est une des premières fois qu'on le sent vraiment, parce que c'est une des premières fois où il est vraiment au centre de l'action, il prend les décisions, il donne les ordres en fait. Généralement il y a toujours une petite discussion et toujours un petit débat. Là vraiment c'est non, faut faire ça et on y va quoi. J'aime bien, ça lui donne un petit côté assez intéressant du coup au truc. Alors d'ailleurs je vais vous le dire ici vite fait parce que c'est un peu lié à ça, mais il y a un rapport aux X-Men qui est du coup très différent. Il y a un côté fanboy, il y a des gens qui les attendent quand ils reviennent de mission, ils ont des figurines, des trucs dans ce genre là qui se vendent, et ça donne un petit côté Poudlard en fait à l'école de Xavier, parce que du coup quand les X-Men reviennent de mission, il y a tous les élèves qui les regardent et qui sont en train de les applaudir, et puis ils ont tous leurs groupies qui viennent autour d'eux, etc. Et je trouve que c'est un truc qui rend plutôt bien, surtout que ça va être mis en péril en fait dans le film. C'est plutôt ça qui est intéressant. S'ils avaient juste mis ça sans rien, ça aurait pas été très intéressant, mais ils le mettent en péril dans le film parce que quand Jean commence à foutre la merde, évidemment ça refout la merde un peu partout. Donc du coup je trouvais qu'ils avaient plutôt bien géré ça et que c'était intéressant de le traiter comme ça. L'action, c'est l'un des meilleurs éléments des films. Même les films les plus mauvais X-Men ont généralement de bonnes scènes d'action, notamment parce qu'ils essayent d'être créatifs et innovants au niveau de leur utilisation des pouvoirs des X-Men. C'est pas Marvel qui aurait créé la scène de Quicksilver, qui fait les trucs au ralenti et qui fait tout bouger, etc. À la limite Marvel par Joss Whedon. Mais c'est pas Marvel tout court, la boîte de prod Marvel, qui aurait traité les X-Men comme ça et qui aurait essayé de trouver une façon intéressante de gérer leurs pouvoirs et pas juste montrer qu'ils ont des pouvoirs et les montrer, les utiliser en fait. Donc ils arrivent toujours à trouver des idées originales pour utiliser les pouvoirs, soit de façon directe, soit de façon déviée, soit en collaboration avec un autre mutant, etc. Dans certaines conditions spécifiques qui vont forcer les pouvoirs à agir un peu différemment ou à être utilisés un peu différemment. Il y a tout un tas de choses qui restent du coup vachement intéressantes et vachement novatrices dans la façon d'utiliser les pouvoirs et qui font que même si c'est des pouvoirs qu'on a déjà vus, même si c'est des scènes d'action qu'on a déjà vues, c'est fait différemment. C'est fait avec d'une nouvelle façon, avec un nouvel angle de vue. Et ça donne quelque chose de plutôt intéressant. Ça donne aussi quelque chose de très grand spectacle. Le montage aide énormément à ça. On a un moment où on a justement Charles qui est en train de parler et qui dit vous en faites pas, l'aide est en chemin. À ce moment-là, la musique fait un petit silence. Et d'un seul coup, t'as un cut où t'arrives derrière le jet des X-Men que tu vois partir au loin pour arriver à dépasser l'atmosphère et arriver dans l'espace pour aller sauver la navette qui est en train de flotter. Et ce petit enchaînement là donne un truc extrêmement dynamique et rend la scène vachement impressionnante, même si c'est juste une navette en train de décoller quoi. Et tout ça justement le film va essayer de bien le traiter pour en faire quelque chose d'impressionnant, même si c'est un petit peu déjà vu, de le traiter différemment, de le montrer différemment, voire même de le faire un peu plus fort que dans d'autres films. Typiquement ils refont une scène de train, vous savez, dans le 3, il y avait une scène, il y avait un camion dans le 3, dans lequel il y avait des X-Men prisonniers, et Magneto devait intervenir pour récupérer le truc. C'était une des premières très bonnes scènes d'action du 3, d'ailleurs. Les scènes d'action du 3 étaient très très bonnes. Je vous emmerde tous, X-Men 3 était très bien. et donc, ils refont un peu la même chose ici, parce qu'il y a aussi un compartiment dans lequel les X-Men sont enfermés, bon, vous l'avez vu, c'est un train, du coup. Et tout est fait différemment du premier film, et tout est beaucoup plus impressionnant que ce qu'ils ont pu faire dans X-Men 3. Faut dire que les effets spéciaux ont vachement augmenté en capacité depuis X-Men 3. Je sais pas si ça aurait pu faire cette scène-là dans X-Men 3, sans doute, parce que les décors ont quand même été construits en vrai.
Mais c'est vrai que c'est une scène qui est beaucoup plus impressionnante que ce qu'on avait dans X-Men 3, même si X-Men 3 était déjà lui-même assez impressionnant. Un accident de bagnole, on a vu ça dans 36 000 films, un accident de bagnole. Mais là, du coup, ils ont essayé de faire l'accident de bagnole au-dessus de tous les accidents de bagnole. C'est-à-dire que on passe au ralenti quand l'accident commence, on a un premier plan extérieur pour voir la voiture décoller, et ensuite, on a 5 ou 6 plans différents, qui sont des petites caméras fixées dans cette partie de la voiture, et qui permettent de voir l'accident se dérouler comme si on était dedans. Au ralenti en plus, donc c'est encore plus impressionnant, et avec les pouvoirs de Jean derrière qui empêchent les débris de l'atteindre, etc. Donc ça rajoute quelque chose. Mais rien que ça, rien que cette façon de filmer l'accident, depuis l'intérieur, de voir tous les débris en train d'arriver chez eux, de voir les deux parents qui deviennent comme des mannequins, probablement des mannequins d'ailleurs dans le truc, en train de se balader partout dans la voiture avec les mains qui collent, qui frappent sur le plafond et tout le bordel, tout ce qui leur arrive sur la gueule, les pièces de débris, de métal, de machin dans ce genre-là. Il y a tout ça. Et la scène est pas très cut, c'est une scène qui est plutôt posée pour qu'on puisse te laisser apprécier ce qui est en train d'arriver devant l'écran. Pas apprécier de façon positive, hein, c'est des gens qui meurent, mais qu'on puisse te permettre de voir ce qui se passe à l'écran avec un bon ralenti, un montage assez lent entre guillemets, normal quoi, un montage qui permet de lire tranquillement la séquence et de bien voir ce que chaque plan essaie de te montrer. Et du coup, grâce à ça, tu vis cette scène d'accident de l'intérieur. Et encore plus que dans n'importe quelle autre scène. Ça ressemble un petit peu aux pubs qui font, les pubs contre les accidents de bagnole, où justement ils font des trucs souvent qui sont à l'intérieur des voitures pour te montrer à quel point c'est grave et le choc est violent, etc. et tout ce qui se passe à l'intérieur. Et là, du coup, en tant que film, je trouve que ça passe encore mieux. Donc voilà, ils ont une façon de filmer les scènes et de les représenter qui font que de toute façon, elles vont être plutôt intéressantes. Elles vont souvent être filmées au niveau du sol, effectivement, mais il va aussi y avoir beaucoup de plans aériens, il y a de contre-plongées, de choses dans ce genre-là. Donc il y a tout un tas de choses pour essayer de rendre les scènes assez impressionnantes. Tout ce qui se passe dans l'espace est également très très impressionnant. La première mission, même une scène de pure exposition qui se passe dans l'espace à un moment, les effets spéciaux sont ouf, donc du coup ça donne, c'est vachement impressionnant. La force de Jean est vachement impressionnante telle qu'elle est représentée dans les films, y compris avec les effets spéciaux. Sans effets spéciaux, il y a un truc qui est marrant, qui est cool, c'est qu'il y a un moment où Jean a une crise et le professeur X, qui est bien plus loin que le manoir, ressent le truc là où il est, et ça te donne une idée du coup de la force du truc et à quel point c'est puissant. Un peu comme les tremblements de terre dans Apocalypse qui étaient ressentis partout dans le monde. Et je trouve que c'est le deuxième film sur lequel je vais dire ça. L'autre film c'était Shazam. Ils ont fait d'énormes progrès récemment sur les vols de super-héros. Et je trouve que toutes les séquences de vols de super-héros sont incroyablement classe dans ce film X-Men. Que ce soit celle de Jean ou celle d'un mec comme Magneto, je trouve qu'à chaque fois, tu les sens voler, quoi. Tu sais pas comment ils le font. C'est probablement un harnais avec une grue qui les fait venir, ou tout dans ce genre-là, mais ils sont toujours incroyablement bien réalisés et tu as toujours l'impression que le personnage a pas un harnais qui est attaché autour de son truc, un truc de sécurité derrière, un machin, tu sens qu'il vole, quoi. Et l'autre truc qui fait que ces scènes d'action marchent plutôt bien et que le film globalement d'ailleurs marche plutôt bien, c'est le rapport à la mort, qui est direct. Ça change de voir des comics dans lesquels les gens meurent. Je sais très bien que c'est X-Men et qu'ils peuvent revenir à la vie à n'importe quel moment. Cela dit, ça s'est pas trop fait encore dans les X-Men pour l'instant, à part Jean elle-même, mais parce que c'est Phoenix, justement, c'est le principe du personnage. Mais du coup, j'aime bien le fait qu'on ait un rapport très frontal à la mort. Que on dise à une enfant de 8 ans, oui, tes parents sont morts. Direct. Comme ça, c'est oui, ils sont morts. Et on va te le dire direct, et puis on va te le rappeler, et puis il y a d'autres personnages qui vont mourir dans le film, et on va te le montrer, même s'il y a du sang d'ailleurs, ce que je trouvais plutôt bien, pour une fois, ils ont essayé de dépasser un peu PG-13. Et là où j'ai trouvé ça vachement intéressant, c'est par rapport à Nightcrawler. Je crois que Nightcrawler est devenu mon nouveau personnage préféré de X-Men, avec le comportement qu'il a à partir de la deuxième moitié de ce film, de la deuxième partie plutôt. J'étais très surpris du coup de voir ça venant de ce personnage, et je trouve que ça rend super bien, et ça donne du coup de la gravitas à toute scène d'action. Tu sens qu'il y a des choses qui se passent, y compris psychologiquement dans la tête des personnages dans ces scènes d'action. Tu comprends qu'ils sont en train d'évoluer même dans leur rapport à la violence et à leur pouvoir et à leur façon d'être dans le monde au milieu d'un combat. Donc je trouve que c'est plutôt très bien fait, encore une fois, très bien géré, très bien tenu. Et alors du coup, pour finir encore sur cette résurgence du sujet des émotions, etc., ce qui va les scènes, le montage va vraiment essayer de les mettre en exergue, notamment sur certains plans qui sont vachement intéressants. J'ai beaucoup aimé l'effet de montage sur, d'un côté, on a Eric qui décide, non, c'est à nouveau la merde, je vais reprendre du service, et qui met son casque, et une fois qu'il a mis son casque, on a un cut sur Xavier qui lui sort de Cérébro, qui l'enlève et qui fait bon, on va essayer de résoudre cette merde.
Et j'aime bien du coup le clash des opinions par rapport au casque, quoi, et par rapport de lié au montage, ces deux moments et ces deux avis très différents qui sont en train de se mettre en jeu au même moment. Je trouve que ça rend super bien au niveau du montage et que c'est vachement bien fait. Et comme je vous l'ai dit, donc tout est vachement centré sur les personnages. De fait, le film va travailler beaucoup une très faible profondeur de champ. Il y a beaucoup de plans qui vont même avoir du mal à être nets parce qu'ils ont ouvert le diaph au maximum pour laisser rentrer le plus de lumière possible et avoir le plus de flou possible autour des personnages, qu'on ait presque que leur visage de net et genre limite que cette partie quoi très précise de leur visage de net, il doit y avoir genre 10 cm de profondeur de champ qui sont juste ici sur le devant du visage, les oreilles sont floues et le reste est un nuage. Et ça c'est fait justement pour travailler à être plus proche des personnages. On est forcément plus proche des personnages que du décor quand on voit les personnages nets et que le décor est flou. Et c'est là aussi quelque chose qui montre que ces films sont pas réalisés comme n'importe quel autre film. Les films X-Men ont des défauts, c'est certain. Je vais certainement pas dire le contraire, j'en ai relevé des centaines dans la saga X-Men, de continuité notamment. Peut-être pas des centaines, mais enfin oui, il y en a beaucoup quoi. Mais ils sont faits avec cœur, ils sont faits avec émotion, ils sont faits avec passion, ils sont faits par des gens qui croient à quelque chose, ils sont faits par des gens qui ont quelque chose à dire, qui ont quelque chose à transmettre, ils sont faits par des gens qui ont une âme, un esprit, qui veulent faire de l'art. C'est pas forcément des gens qui sont fans, effectivement, hein, mais ils ont envie de dire quelque chose, il y a un sujet qu'ils trouvent intéressant. Pourquoi vous pensez qu'ils vont toujours chercher Dark Phoenix? Ils l'ont déjà fait dans le 3, hein, c'était quand même casse-gueule d'aller le chercher, mais ils se sont quand même dit, bah non, on va essayer de le faire mieux. On va essayer de le faire encore mieux que l'autre fois où on avait juste une Jean Grey un peu possédée et puis qui comprenait pas trop ce qu'elle faisait. Là, pour le coup, elle est au contrôle de ses émotions et donc on peut encore mieux gérer ses émotions et je trouve que c'est vachement intéressant. Voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur ce film X-Men. Oh non, j'ai un tout petit truc à dire. Il y a une partie féministe dans le film. Il y a une scène de discussion entre Mystique et Charles dans le bureau de Charles. Et d'un seul coup, ça m'a vu sortir. Ouais, puis au passage, les femmes n'arrêtent pas de sauver les hommes dans cette équipe. Donc faudrait arrêter de les appeler les X-Men. Faudrait les appeler les X-Women. Et elles se cassent. Et j'ai limite fait un facepalm devant le truc, quoi. Ah ouais, c'est juste un cheveu en dessous de I Won't Stay Silent de Jasmine dans Aladdin. Mais c'est tout aussi pourri, putain de merde. Qu'est-ce que c'est de cette réplique de merde? Et puis alors surtout venant de Mystique, meuf, t'as foutu la merde pendant tout Days of Future Past, tu viens pas faire la leçon aux autres, hein, poupougne, tranquille, ça va quoi. Non, les femmes sont pas meilleures que les mecs dans cette saga, faut arrêter de déconner. Donc je sais pas d'où ça sort ce truc. Mais c'est le truc qui m'a vraiment... Hein, quoi? Voilà, c'est le truc qui m'a un petit peu fait réagir. Pour le reste, j'ai pas grand chose à ajouter, je trouve que c'est encore une fois un très bon opus des X-Men. Et je vous encourage à aller le voir, voilà. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!